Avant toute chose, permettez-moi de rendre hommage à votre profession pour son rôle combien salutaire dans le monde. D'autant que les médias sont historiquement identifiés comme l'une des solutions au maintien de la démocratie au monde et à la mise en place des espaces publics. Ils permettent de diffuser l'information indispensable aux citoyens pour les aider à comprendre ce qui se passe dans leur société et à prendre des décisions éclairées. Le 22 janvier 2008, à l'hôtel Saphir, je dis bien à l'hôtel Saphir, l'UPADES inaugurait une tradition qui a fini par prendre corps dans la vie politique congolaise, celle de présenter les vœux aux professionnels des médias, c'est-à-dire à vous, mesdames et messieurs. Voilà donc 12 ans que nous avons maintenu, bon gré mal gré, cette activité politico-médiatique. Aujourd'hui, 13 janvier 2020, l'UPADES se présente de nouveau devant vous avec des sentiments de gratitude pour votre inestimable contribution à la promotion de notre jeune démocratie. Quatrième pouvoir, à côté des trois autres, que sont l'exécutif, le législatif et le judiciaire, vous avez le devoir de protéger et de garantir vos libertés, de vous affirmer dans la dignité en refusant de céder tout ou partie de votre pouvoir. Imaginons ce qu'aurait été la démocratie aux États-Unis d'Amérique sans la puissance de la presse, dont le haut fait historique est la destitution en 1974 du président Nixon à la suite du Watergate. Quoi qu'il en soit, l'irréversibilité du processus démocratique au Congo n'est plus une vue de l'esprit, c'est une réalité. Car personne ne peut confisquer ce qui a été obtenu par le peuple dans sa quête de liberté et du mieux-être. Prenez donc votre place, toute votre place, s'il vous plaît, malgré les risques pour vos vies et vos emplois. Dans un contexte marqué par les médias alternatifs, avec le déploiement du web, une mythologie née des récents développements des nouvelles technologies de la communication, les NTIC, les journalistes sont appelés à plus de professionnalisme pour servir de colonne vertébrale à la vitalité d'une société libre et pluraliste. Notre pays a de plus en plus besoin d'une presse qui, quoique confrontée au contexte de la conjoncture, doit s'efforcer de jouer le rôle de garde-fou politique en développant un œil critique et dénonciateur sur les affaires publiques, afin d'amener les décideurs à agir différemment. C'est pourquoi nous disons à vos confrères qui tardent encore à prendre le train de la démocratie qu'il est temps de s'y adapter. Et ceux qui, heureusement, résistent à l'instrumentalisation, nous saluons leur courage et les félicitons pour leur attachement aux valeurs démocratiques. Ne l'oublions jamais. Chaque fois que la presse se tait, c'est un citoyen quelque part sur cette terre qui meurt. De même que le silence de la presse est assurément une prime à la dictature. Mesdames et messieurs les journalistes, une année vient de succéder à une autre, sans laisser entrevoir un brin d'espoir pour l'humanité en général et pour notre pays en particulier. Au fur et à mesure que le temps coule dans sa marche inexorable vers l'infini, on revoit poindre le spectre des peurs et des incertitudes. Et comment ne pas avouer notre perplexité face à l'avenir de notre pays? Hors de nos frontières, nous ne sommes pas non plus rassurés, tant l'actualité reste dominée par les effets dévastateurs du changement climatique et les risques d'escalade dans le Moyen-Orient, avec des menaces réelles sur la paix mondiale. S'agissant du changement climatique, les catastrophes survenues récemment en Australie, avec un bilan aussi effroyable, présagent d'un avenir apocalyptique pour notre planète et nous renseignent que l'humanité court un grave danger. En effet, aucune partie de la planète n'en est épargnée, y compris les régions polaires où les calottes glaciaires fondent comme du beurre au soleil, entraînant la hausse du niveau des océans. C'est ici l'occasion d'inviter les dirigeants du monde à appliquer sans réserve les grandes décisions
issus des différents sommets sur le climat auxquels le président Denis Sassou Nguesso apporte une contribution de qualité et en honneur pour notre pays. En ce qui concerne le conflit Iran-États-Unis d'Amérique, né de l'assassinat dans un raid américain sur le sol irakien du général Soleimani, notre crainte est d'autant plus grande que la violence ne devienne comme le seul moyen de règlement des crises au détriment du droit international et des mécanismes des Nations Unies de maintien de la paix. En Afrique, la marche vers la démocratie rencontre, hélas, encore tant de résistance, malgré le cadre politico-juridique mis en place en janvier 2007, avec l'adoption de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Certains dirigeants tentent de contourner l'alternance démocratique dans leur pays. De plus en plus, des méthodes peu orthodoxes sont utilisées pour se maintenir au pouvoir. Le camp emblématique est celui de la Guinée-Conakry. Fervent défenseur de la démocratie avant son élection à la tête de son pays, le professeur Alpha Condé a désagréablement surpris les panafricanistes, ses collègues intellectuels africains, en décidant de convoquer un référendum qui lui ouvrirait la voie d'un troisième mandat. C'est à croire que la démocratie en Afrique se mesure au bon gré de celui qui exerce le pouvoir. Heureusement, il existe encore quelques grands hommes de conviction pour sauver la démocratie africaine en péril. C'est notamment le cas du président Mamadou Issoufou du Niger, qui a récemment confirmé sa promesse de ne pas se représenter au terme de son dernier mandat. Il mérite à cet effet, et de notre part, respect et admiration. Tout autant que le président Paul Kagame, et oui, Paul Kagame du Rwanda, qui, entré par la petite porte, pourrait sortir par la grande si sa promesse de quitter le pouvoir était tenue. Mesdames et messieurs les journalistes, au plan national, et ce malgré l'optimisme affiché par le président de la République lors de son message à la nation sur une sortie rapide de crise, les Congolais n'en sont pas convaincus et le doute persiste sur la capacité de l'actuel gouvernement à offrir au peuple congolais le changement tant attendu. Comme le dit plaie incurable d'Égypte, les maux dont souffre le Congo sont devenus aujourd'hui chroniques. Malgouvernance, corruption, gabégie, tribalisme, népotisme, irresponsabilité, déni de justice, etc. etc. À titre d'illustration, les récents reportages diffusés sur Télé Congo nous étayent sur les tristes réalités que vivent les populations et sur l'incapacité des dirigeants à assainir les grandes villes. Brazzaville et Pointe-Noire sont victimes des inondations causées par les eaux mal canalisées ou simplement par l'inexistence des canalisations et des chaussées confortables. Comment alors ne pas se laisser convaincre de cette boutade d'un imam de Côte d'Ivoire rapportant les justifications par le patron d'une société chinoise des travaux mal exécutés que vous avez dû suivre sur le net? Il dit ceci: grands travaux, petit argent, beaucoup commission. Que dire de plus de l'événement politique majeur qui a polarisé l'attention du peuple congolais après le traditionnel message du chef de l'État à la nation? Il s'agit du congrès du PCT, le parti au pouvoir, qui en même temps fêtait ses 50 ans d'existence, et l'on ne peut pas être indifférent. Ce congrès duquel le peuple congolais attendait des grandes décisions sur la vie publique, en tant que parti au pouvoir et responsable de nos malheurs actuels, ne s'est finalement réduit qu'à la désignation de son secrétaire général. Pour le reste, on a préféré l'immobilisme, le laisser-faire, la langue de bois, le globalement positif, à la place de ce que le peuple congolais attendait, à savoir, et en un mot, la rectification face à tous ces scandales. Adieu le combat pour les antivaleurs. Adieu les valeurs de gauche qui s'incarnent dans la justice, l'égalité des chances, le partage, l'humilité, le patriotisme, etc. Et vive la dérive droitière avec ce que cela s'entend, l'arrogance, la sublimation de l'individu au-delà du collectif, c'est-à-dire du peuple,
Enfin, le goût immodéré pour l'argent. Finalement, on a gardé les mêmes et on peut recommencer à piller l'État et à servir les miettes aux Congolais. Que l'on me permette ce rappel historique, s'il vous plaît. En juillet 1989, en son 3e congrès ordinaire, celui qui vous parle en était encore membre. Le PCT, comme aujourd'hui, se trouvait à la croisée des chemins, qui appelaient pourtant des décisions courageuses. Alors que la perestroïka était lancée en URSS, que le mur de Berlin s'effondrait, que le président François Mitterrand se montrait exigeant à l'égard des régimes autoritaires en Afrique francophone, le PCT refusait de prendre le train de la démocratie. On assistait alors à des scènes ubuesques jouées par les commissaires politiques dans toutes les régions. Ils battaient campagne contre le multipartisme et pour le maintien du rôle dirigeant du PCT. La suite, vous la connaissez. Humilié et affaibli à la conférence nationale souveraine, le PCT dut se résoudre à accepter quelques mois plus tard ce qu'il refusait, c'est-à-dire le multipartisme. Au-delà du côté festif et triomphaliste de ce congrès, je ne suis pas loin de conclure que le PCT vient de laisser s'envoler les chances de reprendre en main la situation du pays et d'en être véritablement le maître. Et aujourd'hui, malgré plusieurs interpellations, le président de la République, garant de la paix et de l'unité nationale, ne donne pas de signes pour apaiser le pays. Sans comprendre la teneur de notre message du 26 décembre dernier, par lequel j'en appelais à un compromis politique à 12 mois de l'élection présidentielle, les cadres de la majorité, y compris certains Congolais mal informés, y ont vu un moyen soit de violer la Constitution ou simplement de proroger le mandat de Denis Sassou Nguesso. Dans cette confusion, je me fais le devoir de revenir devant vous, messieurs les journalistes, sur les 5 propositions contenues dans ce message, aujourd'hui intentionnellement galvaudé. Animé par le souci permanent de préserver la paix, l'UPADES et l'opposition ont toujours perçu les faits politiques dans notre pays sous le prisme de la responsabilité et de la cohésion nationale. C'est à ce titre que nous avons participé à toutes les concertations politiques, excepté le dialogue de Sibiti, qui n'avait pour objectif que de changer la Constitution pour apporter notre contribution à l'émergence d'un Congo fraternel et démocratique, un Congo qui respecte les différences, qui magnifie les valeurs de tolérance entre les principales forces intéressées par la compétition électorale. Déjà en 2016, l'élection présidentielle avait une fois de plus mis le Congo au bord de l'implosion. N'eût été la grandeur d'esprit dont avaient fait montre certains candidats à cette dernière élection, dont moi-même, personne ne pouvait imaginer ce qui adviendrait à notre cher et beau pays au lendemain de la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Dans une logique prospective et avec un peu de volontarisme, les Congolais peuvent éviter à leur pays le pire en 2021. La sagesse populaire ne dit-elle pas « mieux vaut prévenir que guérir ». À la concertation politique tenue à Ouesso du 4 au 7 mars 2017, les forces vives de la nation avaient relevé les défaillances de notre système électoral et avaient apporté des corrections au travers des opérations suivantes. La réalisation d'un découpage électoral transitoire et minimal. La recomposition de la Commission nationale électorale indépendante pour laquelle des discussions devaient se poursuivre avec tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. Le plafonnement des dépenses de campagne à travers un mécanisme devant faire l'unanimité entre le gouvernement, la CNI et la classe politique. Le recensement électoral, couplé à la biométrie, dans l'optique d'élaborer un fichier électoral expurgé des données erronées actuelles en prenant en compte les résultats du recensement général de la population. Si certaines opérations comme le découpage électoral transitoire et minimal, l'introduction du bulletin unique et la recomposition partielle de la CNI ont connu un début d'exécution, par contre, celle liée à la refonte totale du fichier électoral à travers le recensement couplé à la biométrie
au plafonnement des dépenses de campagne électorale et à la recomposition paritaire de la CNI qui devait être menée juste après les élections législatives de 2017 ne sont pas encore jusqu'à ce jour accomplis. Plus de 2 ans jour pour jour, le gouvernement n'a pas entrepris le moindre acte préélectoral consécutif à ces opérations d'envergure, alors que la prochaine élection présidentielle est prévue au premier trimestre de 2021. Ainsi dit, le gouvernement nous convainc et ne rassure pas de sa capacité réelle à mieux organiser cette échéance majeure aux dates constitutionnelles. Face à cette réalité, le pragmatisme politique et la raison commandent de ne prendre aucun risque capable de troubler la paix obtenue grâce aux efforts conjugués de toute la classe politique. Raison pour laquelle, et dans l'impossibilité de réunir les conditions susmentionnées avant l'élection présidentielle, lesquelles conditions sont le gage de stabilité, parce que résultant du consensus, l'UPADES en a appelé à un dialogue qui devrait aboutir à la mise en place d'un gouvernement de consensus et d'union nationale, chargé principalement de préparer dans la cohésion et la paix l'élection présidentielle prochaine et d'exécuter avec ardeur le programme avec le Fonds monétaire international. Ce compromis politique ne constitue en rien une violation de la Constitution comme je l'entends, dans la mesure où les cas de force majeure font dérogation à la règle établie. Pour s'en convaincre, les déflagrations meurtrières du 4 mars 2012 de Mpila n'avaient pas permis la tenue d'élections législatives dans certaines circonscriptions de Brazzaville. Les députés sortants avaient bénéficié d'une prorogation de leur mandat jusqu'à l'organisation des législatives partielles qui d'ailleurs ne se sont jamais tenues. De même, les événements du 4 avril 2016 empêchèrent au département du Poul d'aller aux élections législatives de 2017. Ce département s'est vu représenté par des députés d'exception qui siègent légalement à l'Assemblée nationale. L'un d'entre eux préside même cette importante institution. Comme on peut le constater, il s'agira simplement d'activer tous les mécanismes constitutionnels et légaux qui devaient constater le cas de force majeure, tel le cas du report par 2 fois des élections législatives et municipales au Cameroun en 2018 et 2019, à cause de la crise politique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est aussi le cas au Tchad, où après un report annoncé depuis 4 ans, la commission électorale venait signifier maintenant, pour défaut de financement, un autre report de législative qui devrait peut-être se tenir au courant du premier trimestre de l'année en cours. Mais c'est enfin le cas en face de la RDC, où l'élection présidentielle tenue en décembre 2018 dernier avait été reportée plusieurs fois et le président Joseph Kabila est resté dans ses fonctions. Autant de repères que nous avons. Mesdames et messieurs les journalistes, le compromis politique recherché ne trouve pas sa justification dans la satisfaction d'un quelconque besoin des acteurs politiques que nous sommes. Il s'agit par contre de rechercher une meilleure voie qui préserve notre pays des violences inutiles. La classe politique devrait en tenir compte plutôt que de prendre les raccourcis habituels de la manipulation de l'opinion, de l'intrigue et des contre-vérités. Les Congolais aspirent à la paix véritable. À la paix véritable. Non pas à celle de Jules César, accordée aux provinces romaines en échange de leur allégeance. Il s'agit de cette paix qui préserve la dignité et l'honneur. Au plus profond de lui-même, le président de la République devait scruter l'horizon et écouter la voix de la sagesse. Au-delà du juridisme, la Constitution est avant tout une formalisation de la volonté politique par le droit. C'est cette volonté-là qu'il faut rechercher de la part de tous. La radicalité d'une partie de la classe politique, tant du côté de la majorité que de l'opposition, est un imminent danger qui guette notre pays, croyez-moi. Par conséquent, j'ai l'intime conviction que les propositions contenues dans ce message du 26 décembre 2019 sont peut-être la bonne solution afin de mettre tout le monde d'accord. Au risque de me répéter, la classe politique devrait s'accorder sur 1. La mise en place d'un gouvernement de consensus
et d'union nationale dont la mission s'achèvera avec l'élection du nouveau président de la République. 2. La prorogation de 2 ans du mandat du président de la République, jouissant pendant cette période de toutes ses prérogatives constitutionnelles, avec l'interdiction pour lui de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Le retour au pays, suscité ou volontaire, de tous les exilés politiques et des autres Congolais de la diaspora qui le désirent afin de participer librement à la vie politique nationale. L'adoption d'un pacte républicain, seul moyen d'élever la conscience nationale et patriotique dans un pays aux relents tribalo-ethniques avérés. Et enfin, 5e, l'organisation groupée de toutes les élections au terme de cette transition de 2 ans, c'est-à-dire en 2023. Voilà le message tel que nous l'avons libellé. Au demeurant, je suis heureux d'avoir lancé ce débat. Ma peine aurait été grande si ma proposition avait été reçue dans l'indifférence de la classe politique et des médias. Je me délecte de la vive réaction qu'elle soulève et surtout de la problématique qu'elle pose sous forme interrogative, à savoir la tenance démocratique dans la paix au Congo. Comment y arriver? Nous avons proposé une démarche que nous mettons en débat. Peut-être qu'il y en a d'autres. Il s'agit de solder notre passé douloureux et de construire un futur commun avec d'autres valeurs. Mais qu'est-ce que j'entends ici et là? D'un côté, le PCT, dans la démagogie et le cynisme habituel, peut-être encore prêt à enjamber des cadavres pour demeurer éternellement au pouvoir, s'y oppose farouchement. De l'autre, certains de mes amis de l'opposition, toujours dans l'outrance, avec ce discours usé de matamor, propre à la comédie espagnole, auquel personne ne prête la moindre attention, la rejette sans proposer une alternative crédible. Et entre les deux courants extrêmes, notre modeste proposition qui s'accompagne de la responsabilité que requiert une question aussi essentielle. Pour conclure sur ce débat, je reste convaincu que la démarche que nous proposons comporte plus d'avantages que d'inconvénients pour le peuple congolais. Bien plus, elle offre une sortie honorable au président Denis Sassou Nguesso, avec la possibilité pour lui de se faire succéder par un dauphin à l'issue d'une élection libre et démocratique. De même, notre proposition donne au peuple congolais une opportunité d'alternance. Et enfin, à l'opposition, que nous sommes, des chances d'accéder au pouvoir sans effusion de sang. Mesdames et messieurs les journalistes, je ne saurais terminer ce message de vœux, sans m'attarder un moment sur la situation de notre parti. Que puis-je vous dire de plus que vous n'en saviez? En votre qualité d'observateur avisé de la vie politique nationale et témoin privilégié des difficultés que vivent les partis politiques de l'opposition dans le financement de leurs activités, surtout depuis la suppression de la subvention publique, voilà maintenant 5 ans. Et comme conséquence pour l'UPADES, bénéficiaire de cette subvention, l'incapacité de réunir ces instances dirigeantes dont les mandats sont arrivés à leur terme. Cependant, et afin de garantir un minimum de vie à notre parti, nous vous présentons ici la feuille de route que nous entendons exécuter au cours de cette année. Cette feuille de route prend en compte les faiblesses constatées dans la gestion du parti au cours des 2 dernières années et propose des mesures appropriées de redynamisation. L'objectif est d'améliorer les performances sur le terrain, afin de redonner progressivement à l'UPADES sa force d'attraction et de conquête qu'elle a incontestablement perdue. 11 mesures forment l'ossature de notre feuille de route qui se compose ainsi qu'elle suit en termes d'objectifs. Réorganiser, rassembler, restructurer méthodiquement, animer avec ardeur, former avec professionnalisme, rechercher honnêtement les financements, étudier toutes les possibilités permettant de convoquer dès que possible les instances du parti, suivre et apprécier l'action des élus, députés, sénateurs et conseillers sur le terrain, suivre au plus près l'action du gouvernement, notamment dans l'application des mesures du programme avec le FMI, participer au combat de l'opposition pour l'amélioration de la gouvernance électorale,
et enfin présélectionner, donc au cours de cette année, les candidats de l'UPADES aux différentes échéances électorales. Nous avons encore la foi de demeurer une force politique qui compte dans ce pays. Cette foi, nous la tirons de Pascal Lissouba, notre chef, qui, quoi qu'absent, continue d'inspirer nos réflexions et nos actions par ses idées. Au nombre de ces idées se trouve le panafricanisme, contenu dans l'acronisme de notre parti, plus actuel que jamais, et dont se sont appropriées presque toutes les formations politiques. Nous en sommes heureux. Mais aussi, la démocratie participative et son analyse permanente sur l'ethnicisme au Congo, qui se traduit par l'appropriation de l'appareil d'État par l'ethnie ou le groupe ethnique du président. Vu sous cet angle, ce phénomène abject, qui se vérifie encore aujourd'hui, d'autant qu'il s'est dangereusement amplifié, constitue incontestablement un obstacle à la construction de l'État-nation. Enfin, pour terminer, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, mesdames et messieurs, et je vous renouvelle mes vœux de courage, de professionnalisme, de réussite et bien entendu de santé, de prospérité pour vous-même et pour vos familles. Je vous remercie. Bonne et heureuse année.